Qu'est-ce qui se passe à l'est du Congo? Ce n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une guerre ethnique, ni une guerre de fanatiques religieux. C'est beaucoup plus les gens qui se battent, ils se battent pour le contrôle des mines et des minéraux congolais. Et c'est tout ça le drame du peuple congolais. Ces ressources naturelles sont devenues une malédiction parce que ça fait 20 ans que nous payons de notre vie, nous payons de notre sécurité à cause tout simplement des personnes qui veulent contrôler, piller les richesses du Congo. Notre difficulté, c'est que nous sommes des médecins et donc nous recevons les malades sans discrimination religieuse, tribale, ethnique ou qu'en sais-je encore. Et lorsque nous avions commencé à traiter les victimes de violences sexuelles, nous avions suivi ces femmes nous parler de drames, ces drames qui leur est arrivé. Et malheureusement, souvent, c'est lié aux hommes en armes. Nous sommes dans une zone de conflit dans l'est du Congo. Et ces hommes en armes n'ont pas été désarmés, qui ont été dans des groupes armés, ou alors ils ont été intégrés dans les forces nationales, mais sans qu'il y ait un vetting préalable pour savoir en fait qui on intègre. Et donc notre danger peut venir de toutes parts. Quand j'ai commencé à traiter les victimes de violences sexuelles, j'en ai opéré. Et puis il est arrivé quelques temps après, j'ai commencé à opérer les enfants même nés du viol. Mais là, je crois que quand j'ai opéré la première fois un bébé victime de viol, elle-même née d'une femme qui avait été violée, j'avais compris que j'étais dans un cercle vicieux qui n'avait pas de fin et qu'au lieu de continuer à traiter les conséquences, il fallait s'attaquer aux racines. Et les racines, en fait, c'était dire tout haut ce que peut-être certaines personnes connaissent et qui ne veulent pas qu'on puisse dire que c'est une guerre qui s'est faite sur le corps des femmes, c'est une guerre qui s'est faite contre les femmes qui sont finalement les mères de l'humanité. Et lorsqu'on détruit la mère de l'humanité, donc on est en train de détruire notre humanité commune. Et donc j'avais compris qu'il fallait absolument s'attaquer aux racines. Et les racines, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une guerre plutôt économique que vraiment une guerre classique telle qu'on les connaît. Il y a eu un progrès, puisque c'est depuis... nous sommes dans cette situation maintenant il y a plus de 20 ans. En 2017, nous sommes à plus de 20 ans. Et je crois qu'au début, quand j'ai commencé à parler de cette question, la déception était grande puisque j'avais l'impression que personne ne voulait écouter. Et donc, finalement, je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui veulent savoir. Il ne faut pas oublier que même les gens qui se croient être très très loin de cette crise congolaise, en fait, ils sont liés à cette crise d'une manière ou d'une autre, puisque cette région, c'est la région qui contient la plus grande réserve du tantal mondial. Et on ne peut pas fabriquer un appareil électronique aujourd'hui sans pouvoir sans utiliser ce métal qui est très très important dans la fabrication de tous les gadgets électroniques. Et donc, avec ces métals, j'ai l'impression que les gens commencent quand même à se poser des questions, mais on n'a pas encore une réponse pour mettre fin à ces atrocités, à ces barbaries. Et je pense que ce n'est pas, puisque ce n'est pas possible, mais puisqu'il y a un manque de volonté politique. Il faut une pression interne et une pression externe, absolument, puisque je crois que pourquoi pérenniser un système qui n'a jamais résolu le problème majeur du pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est complètement, c'est un gouvernement illégitime. Et ces gouvernements qui, donc sur le plan constitutionnel, normalement, on devrait avoir les élections le 19 décembre. Ces élections n'ont pas eu lieu et on s'est plongé dans des dialogues qui n'ont pas de fin. Et je trouve que c'est une manière tout simplement de
pérenniser ces désordres, pérenniser cette crise en acceptant un gouvernement illégitime. En face de ces drames, nous sommes médecins, donc nous avions commencé par soigner d'abord les femmes qui venaient, les soigner physiquement. Mais assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que les traitements des lésions physiques, même si elles étaient guéries, ce n'était pas suffisant, puisque les femmes présentaient des troubles psychologiques assez importants qui ne les permettaient pas de retourner dans leur village, ne les permettaient pas de se prendre en charge. Et donc, elles développaient des troubles somatiques qui n'étaient pas contrôlables autrement que joindre à notre équipe médicale le deuxième pilier de notre prise en charge, qui est la prise en charge psychologique. Et on a observé que les femmes allaient bien psychologiquement, et physiquement et psychologiquement, il y avait une amélioration. Mais en fait, lorsque les femmes n'étaient pas autonomes sur le plan économique, les faire accepter dans leur société, dans leur famille, dans leur communauté qui les avaient rejetées, c'était très très difficile. Donc nous avions entrepris un troisième pilier qui est l'assistance socio-économique pour permettre les femmes à être réintégrées dans leur communauté d'origine. C'est le troisième pilier. Et en fait, lorsque les femmes se portent bien dans leur communauté, qu'économiquement elles sont indépendantes, autonomes, leurs enfants vont à l'école, peut-être elles ont un petit toit, c'est à ce moment-là qu'elles posent cette question, la question de la justice. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Elles ont commencé à revenir vers l'hôpital pour demander à ce qu'on puisse les soutenir pour amener devant les cours et tribunaux leurs bourreaux. Et donc nous avions créé un troisième pilier qui est les piliers légaux. Et aujourd'hui, nous fonctionnons avec ces 4 piliers, donc médical, psychologique, socio-économique et légal. Et nous avions constaté que lorsque les femmes passaient par ces 4 piliers, elles devenaient non seulement activistes pour réclamer leurs droits, mais elles se battaient pour le droit de leurs enfants, le droit de leur communauté. Et ça, c'est très, très encouragé de voir les femmes qui étaient délaissées pour compte, qu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui prennent la parole. Ça nous encourage beaucoup. Nous continuons à les accompagner sur ces 4 piliers. Et nous avons un système de suivi à domicile. Il y en a beaucoup qui se sont organisés en petites organisations. Nous les appelons des mutuelles de solidarité, où les femmes viennent ensemble 20, 30, avec une activité commune, où elles se cotisent une petite somme. Elles peuvent avoir des projets communautaires qu'elles réalisent ensemble. Moi, je pense que ces modèles me donnent beaucoup d'espoir pour le Congo, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir pour le Congo. Mais quand je vois comment les femmes congolaises se comportent, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Je crois que l'homme a le choix. Et parfois, il y a des circonstances où on a du mal à comprendre pourquoi faire le choix de faire souffrir les autres, pourquoi faire le mauvais choix en fait de la barbarie, d'atrocité. Mais je continue à faire foi dans l'homme, puisque je pense que l'absence des règles peut parfois amener à des dérives qu'on ne peut pas expliquer. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, par exemple en République démocratique du Congo, c'est l'absence d'un état de droit. Et je suis convaincu que lorsque on aura un état de droit en République démocratique du Congo, les choses peuvent changer, et même très rapidement. J'ai l'espoir, je crois, quand je vois ce que les femmes peuvent réaliser avec de petits moyens, je me dis l'avenir de mon pays est dans ces femmes, même si elles ont tant souffert, mais elles ont la capacité de pouvoir transformer les choses.